Bonjour à tous et bienvenue de retour. Nous sommes aujourd'hui rejoints par Petr Drulák, ancien vice-ministre des Affaires étrangères de la République tchèque et également ancien ambassadeur en France, qui travaille désormais comme professeur de politique internationale. Donc, bienvenue dans l'émission pour la première fois. Merci de m'avoir invité, Glenn. Et vous avez récemment écrit un article intitulé « Droits de l'homme, politique étrangère, perspective sceptique ». Je suppose que la thèse de l'article est qu'après la guerre froide, toute politique étrangère semble s'organiser autour du principe des droits de l'homme. Et aussi, pour votre pays, puisque vous étiez, encore une fois, au plus haut niveau du gouvernement en République tchèque, j'imagine que cela résonnerait assez bien là-bas, compte tenu de la période sous le communisme et de l'idée que la démocratie libérale devrait jouer un rôle central dans la politique étrangère. Mais vous soutenez que, malgré les efforts sincères de nombreux responsables politiques pour s'élever au-dessus de la politique de puissance et proposer un certain universalisme pour unir le monde, vous n'en êtes pas si sûr. Et vous gardez, je pense, un scepticisme sain quant aux défauts de cette approche, celle qui consiste à imposer une focalisation excessive sur les droits de l'homme dans la politique étrangère. Je me demandais si vous pouviez développer votre argumentation sur les raisons de cette position. Oui, vous savez, j'ai toujours été assez partagé sur la politique étrangère axée sur les droits de l'homme. D'un côté, je considérais que c'était une bonne idée d'aider les gens dans d'autres pays à vivre dans la dignité et à renforcer leur dignité. D'un autre côté, j'étais aussi conscient du fait que la politique étrangère des droits de l'homme est souvent assez partiale, dealing, surtout lorsqu'on parle de la politique étrangère occidentale en matière de droits de l'homme et de la politique effectivement menée par le gouvernement tchèque, dans le sens où l'on ne critique les droits de l'homme que dans les pays perçus comme des rivaux géopolitiques. Et vous ne critiquez pas les violations des droits de l'homme dans les pays que vous considérez comme des amis. J'ai donc développé un concept de politique des droits de l'homme qui serait plus juste, qui serait plus égalitaire, dans le sens où, si nous nous soucions vraiment des droits de l'homme, nous devrions aussi nous soucier des droits des personnes vivant dans des pays que nous considérons comme amis, surtout dans les pays démocratiques, car il n'est pas vrai que les droits de l'homme ne posent problème que dans les régimes non démocratiques. Dans de nombreux régimes démocratiques, il existe des problèmes de droits de l'homme. Je veux dire, ces dernières années, c'est évident, mais même il y a 10 ou 20 ans, c'était déjà évident. Donc, il y avait ma première impression. La seconde, en fait, c'était que si l'on veut vraiment aider les personnes qui vivent à l'étranger et qui peuvent souffrir, il vaut mieux adopter une approche diplomatique des droits de l'homme, et non cette approche du mégaphone. Ne pas parler des droits de l'homme à grand renfort de haut-parleurs, ne pas prêcher sur les droits de l'homme, mais plutôt, de manière diplomatique, discuter avec le gouvernement de façon sensible, en respectant leur souveraineté. Voilà, c'était essentiellement l'idée. C'était l'idée de refonder la politique des droits de l'homme. De plus, en réalité, cette idée n'a pas vraiment décollé. Il y a eu beaucoup de débats publics en Tchéquie en 2014-2015, mais j'ai en fait rencontré ce que l'on pourrait appeler un complexe des droits de l'homme. Vous avez le complexe des ONG, des médias, puis des intérêts étrangers. J'ai découvert en fait que la politique étrangère des droits de l'homme est très étroitement liée aux intérêts des États-Unis. C'est quelque chose que j'avais toujours soupçonné, mais lorsque je l'ai constaté dans la réalité, j'ai été réellement étonné de voir à quel point la politique étrangère tchèque en matière de droits de l'homme est subordonnée aux intérêts géopolitiques américains. Ou,
pour être plus précis, aux intérêts de certaines parties de l'État profond américain. Parce qu'aux États-Unis, il existe toujours plusieurs courants de pensée, même au sein de l'administration, quelle qu'elle soit. Le problème de la politique tchèque en matière de droits de l'homme résidait dans son orientation néoconservatrice, au sens où l'on utilise réellement les droits de l'homme comme une arme contre les régimes que l'on n'apprécie pas. Si l'on veut les déstabiliser, si l'on veut les mettre sous pression, alors on brandit la question des droits de l'homme. Et évidemment, ce n'est pas seulement l'expérience tchèque, c'est aussi celle d'autres pays occidentaux. Vous savez, c'est presque un manuel de la politique étrangère fondé sur les droits de l'homme. On soulève la question des droits de l'homme contre les pays qui sont nos rivaux, et on ne la soulève jamais avec les pays avec lesquels on souhaite entretenir de bonnes relations. C'est donc essentiellement cette expérience sur laquelle j'ai essayé de réfléchir dans l'article auquel vous faites référence. Habituellement, lorsque nous évoquons des concepts tels que l'universalisme des droits de l'homme, cela semble à première vue porter des idées fortes, c'est-à-dire que nous partageons tous les mêmes valeurs humaines. Cela nous permet de trouver un point commun qui nous élève au-delà de la politique de puissance. L'universalisme entre également en conflit avec la souveraineté. En effet, chaque fois que nous parlons de valeurs universelles, on suppose aussi que nous devrions protéger d'autres peuples. Vous l'avez vu, après la Révolution française également. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils viennent aussi en aide à d'autres peuples. On peut dire la même chose de la révolution bolchevique, venir en aide à d'autres peuples, et aujourd'hui, avec les droits de l'homme aussi, quelle que soit la valeur de ces idées. Et je me retrouve souvent dans une sorte de dilemme, parce que d'un côté, je ne pense pas qu'on doive adopter le relativisme moral. Je veux dire, il ne faut pas comparer les droits de l'homme en Arabie Saoudite avec ceux de l'Europe occidentale ou de l'Europe. Cependant, le problème, c'est que cela devient à sens unique. Si l'on considère que les droits de l'homme sont essentiellement un principe qui permet de diminuer la souveraineté d'un autre État, cela ne va que dans un sens. Comme vous le suggérez, c'est devenu très sélectif. Mais pensez-vous que cela va devenir encore plus sélectif, ou bien que cela va disparaître? Aujourd'hui, lorsque je vois la politique étrangère des droits de l'homme des pays qui essaient encore de la pratiquer, il me semble que cette politique a totalement perdu toute crédibilité. Parce que vous savez, elle est tellement partiale, et en réalité, elle ne rend pas vraiment service aux personnes qu'elle devrait aider, ni même au concept même des droits de l'homme, car il est tellement évident qu'il s'agit d'un outil politique qu'elle en est discréditée. Vous savez, quand on parle des droits de l'homme dans la politique étrangère, il s'agit toujours d'essayer de résoudre la quadrature du cercle, car il y a toujours cette idée de souveraineté qui, à mon avis, doit être respectée. Pour moi, c'est l'un des fondements essentiels de l'ordre international actuel. Et puis, comme vous l'avez justement souligné, il y a cette idée d'universalisme. Quand on parle d'universalisme, il existe en réalité deux façons d'en parler. Il y a une sorte d'universalisme descendant et un universalisme ascendant. L'universalisme descendant est en fait assez proche de notre tradition religieuse. Il y a une sorte de révélation, et cette révélation vous dit quels sont les droits qui devraient être partagés par tous. C'est l'approche occidentale traditionnelle. Et cette approche occidentale n'est en réalité pas forcément appréciée par les personnes issues d'autres traditions spirituelles et culturelles. Voilà pour l'approche descendante. Même si au départ, elle était religieuse, aujourd'hui, le libéralisme est en quelque sorte une nouvelle religion, où le progressisme libéral est une sorte de nouvelle religion qui utilise le même modèle de pensée. Le contenu est différent, mais le modèle de pensée est le même.
Pour moi, l'universalisme est préférable. For me, bottom-up universalism is better. It means that, these universal ideas Cela signifie que ces idées universelles, ou les idées partagées par tous, émergent réellement d'un dialogue. Donc au départ, il y a essentiellement de la diplomatie, et à la suite de cette diplomatie, on élabore des idées et des concepts que l'on peut considérer comme acceptables pour tous. Mais avec la politique étrangère axée sur les droits de l'homme, nous n'en sommes pas encore là. Je veux dire, nous sommes toujours dans cette approche descendante, qui est difficile à accepter pour le Moyen-Orient, pour les Chinois, pour les Indiens. Même si l'Inde est démocratique, elle ne partage pas nécessairement notre conception des droits de l'homme. Il me semble donc que ceux qui se soucient vraiment des droits de l'homme devraient en réalité commencer à travailler sérieusement de manière ascendante, dans un dialogue, et essayer de développer des concepts avec lesquels d'autres pays, pas seulement les pays occidentaux, puissent réellement vivre. countries, not just the Western countries, can live. I like that concept of J'aime ce concept de ne pas aller du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Car si c'est une valeur ou une idée partagée, alors on peut construire dessus. Le problème, c'est que je me concentre souvent sur cette question des droits de l'homme. Je pense à la Grande-Bretagne dans les années 1990, lorsque Tony Blair et ses conseillers, comme Robert Cooper, ont commencé à remettre en cause tout le principe de Westphalie. Ils parlent d'internationalisme libéral. Cooper va même jusqu'à écrire un livre sur l'empire libéral. Et encore une fois, quand c'est imposé d'en haut, je suppose que l'idée principale était que les droits de l'homme devraient transcender la politique de puissance. Mais au lieu de cela, ils deviennent un instrument, c'est-à-dire que ce sont les pays que l'on peut éliminer simplement en invoquant les droits de l'homme. J'imagine qu'au bout d'un moment, cela finit par éroder les valeurs. Par exemple, au moment où soudainement les États-Unis commencent à parler de violations des droits de l'homme au Venezuela, je suis certain qu'il y a des violations des droits humains et des critiques légitimes de la démocratie. Mais lorsqu'ils abordent ce sujet, on a presque l'impression d'entendre les navires de guerre quitter le port. C'est devenu l'association. Chaque fois que l'on parle de droits de l'homme, on dirait que l'on se prépare à la guerre. Mais comment éviter de jeter, je suppose, le bébé avec l'eau du bain? Parce qu'on nous a dit d'être très en colère à propos d'un génocide au Xinjiang, en Chine. Mais ça ne semble pas vraiment être un génocide. D'un autre côté, il semble qu'il y ait un véritable génocide à Gaza. Mais cela, nous ne devrions pas nous en préoccuper. Et c'est la même chose qu'avec le Kosovo. Ils devraient obtenir leur indépendance à cause de leur souffrance. Mais en Crimée, ils ne devraient pas. Donc cela donne toujours l'impression qu'il n'y a pas vraiment de règles établies. Alors, faut-il tout simplement abandonner ce principe? Parce que par le passé, la sécurité était centrée sur l'État. Après la guerre froide, nous avons commencé à dire que la sécurité devait être centrée sur l'individu. Mais la sécurité humaine peut-elle encore avoir un avenir si elle est dissociée des jeux de pouvoir? Je serais très prudent quant à l'idée de dissocier la politique du pouvoir. Je veux dire, la politique en tant que telle est toujours d'une manière ou d'une autre liée ou entachée par le pouvoir. Et comme vous l'avez justement souligné, le problème avec les droits de l'homme, c'est que cette belle idée qui était censée transcender la politique de puissance est devenue un simple outil de cette même politique de puissance, ce qui est en réalité le pire résultat possible. Parce que vous savez, on se retrouve alors dans un état d'hypocrisie totale. Si vous avez quelqu'un qui est un politicien du pouvoir honnête, il dira « Je me fiche des droits de l'homme, ce qui m'importe, c'est le pouvoir. » Oui, c'est peut-être dur, mais c'est franc et direct. Mais si vous avez des personnes comme Tony Blair, ou en fait, en Tchéquie, Václav Havel, qui était le symbole d'une politique étrangère axée sur les droits de l'homme,
et que vous écoutez leurs prêches, puis que vous les voyez devenir soit des praticiens, soit des instruments de la réelle politique, alors c'est assez écœurant, je dois le dire. Et c'est en fait la tragédie de Václav Havel, car il était quelqu'un d'assez courageux dans les années 1980. Puis, dans les années 1990, il est devenu en réalité une victime de cette pratique de la politique de puissance au nom des droits de l'homme. Je ne sais pas dans quelle mesure il en était conscient, mais il l'a fait. Et chaque fois que nous parlons de relations internationales, je pense que nous ne devrions jamais oublier la diplomatie. Nous devrions en fait commencer par la diplomatie. Et nous voyons maintenant que les pays occidentaux, du moins les pays d'Europe occidentale, ne sont pas capables de mener une diplomatie. Nous le voyons dans le cas de la Russie. La crise entre la Russie et l'Ukraine, dans une certaine mesure ou dans une large mesure, a en réalité été causée par le refus européen et américain de mener une diplomatie avec la Russie. Car la Russie demandait des solutions diplomatiques depuis de nombreuses années. Elles lui ont été refusées. Et ce rejet, je dirais, du concept même de diplomatie se reflète dans cette politique étrangère axée sur les droits de l'homme. Bien sûr, vous pouvez faire de bonnes choses pour les gens à l'étranger si vous vous souciez vraiment de leur sort et si vous ressentez leur souffrance en pensant qu'ils ne devraient pas souffrir. Mais si vous le faites sans diplomatie et si vous choisissez la voie de la leçon de morale, vous ne faites rien pour eux. Vous faites peut-être quelque chose pour satisfaire votre propre conscience morale, pour vous dire à quel point vous êtes une bonne personne parce que vous vous souciez d'eux. Mais concrètement, vous ne faites rien, car les peuples, les gouvernements de l'autre côté seront nécessairement offensés. Et ils ne voudront pas donner l'impression d'agir sous la pression de quelqu'un en Occident qui, par le passé, a commis de nombreux crimes et qui maintenant fait la leçon sur les droits de l'homme. Pour moi, le point de départ est toujours la diplomatie, que l'on parle de questions de guerre et de paix, qui était le sujet traditionnel de la politique internationale, ou que l'on parle de droits humains, il faut commencer par la diplomatie. Et ensuite, je crois que l'on peut faire beaucoup de choses sensées. Si l'on renonce à la diplomatie, alors on risque d'avoir la guerre, ou la guerre froide, ou l'isolement, ou encore le fait que vos appels, même s'ils sont raisonnables, soient ignorés parce que l'on vous perçoit comme quelqu'un d'intrusif, d'hypocrite, et qui en réalité ne cherche pas vraiment à améliorer les choses. D'après la littérature académique, j'ai trouvé fascinant que dès les années 1990, on ait commencé à parler de l'Union européenne et de l'OTAN comme des agents de socialisation. Et cela était en partie dû à l'expérience en Europe centrale et orientale. C'est-à-dire que si les pays voulaient rejoindre l'UUWeb et l'OTAN, ils devaient remplir certains critères fondés sur la bonne gouvernance. Et ils ont alors adopté cette idée. Oh, nous sommes des agents de socialisation. Mais sous cette prémisse, la diplomatie prend une forme très différente, car traditionnellement, vous avez deux États, ils interagissent, ils disent « Voici mes intérêts, voici mon intérêt, voici ma préoccupation en matière de sécurité. » Notre préoccupation en matière de sécurité. Et alors, on peut parvenir à une certaine compréhension mutuelle. On trouve un compromis, quelque chose qui élève les intérêts et la sécurité des deux parties. Mais à l'ère des socialisateurs démocrates libéraux, on voit souvent apparaître un schéma sujet-objet ou professeur-élève, ou comme vous l'avez dit, dans le cas de la Russie par exemple, ce à quoi ils semblent souvent réagir, c'est que chaque fois que les Européens venaient à eux, c'était toujours en tant que maîtres de civilisation. C'est-à-dire, nous venons ici pour transmettre notre bonne civilisation. Et dans cette relation, tout devient acceptable avec des concessions unilatérales, parce qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne valeur à trouver à mi-chemin, car tout n'est que valeur.
a middle point because everything is values. You always have to have one side adopting the one of the Il faut other. toujours qu'un camp adopte la position de l'autre. Et c'est une manière très difficile de faire de la diplomatie. Si vous cessez d'écouter l'adversaire et que son seul rôle est d'accepter ce que nous lui présentons, et qu'en plus, s'il résiste, il n'y a plus de place pour le compromis. Parce que pourquoi le bien ferait-il un compromis avec le mal? Ce n'est pas censé arriver. Je ne suis pas sûr. Voyez-vous d'autres façons dont la diplomatie est sapée par ce droit de l'hommisme, d'après votre expérience également au sein du gouvernement? Undermined by this human rightism, based on your experience as well from government. I think you quite correctly actually. Je veux dire, je pense que vous avez tout à fait raison de nous rappeler le concept de socialisation, car c'est en réalité l'exact opposé de la diplomatie. C'est toujours hiérarchique. Chaque fois que l'on parle de socialisation, on suppose qu'il existe une communauté et quelqu'un qui se trouve en dehors de cette communauté. Et la communauté est la gardienne des valeurs. Et ceux qui sont sur le point d'y entrer sont censés adopter ces valeurs. Ce n'est donc pas un partenariat d'égal à égal. Et donc, à partir des années 1990, et c'est d'ailleurs l'expérience de l'Europe centrale depuis les années 1990, les Européens centraux ont en fait accepté ce modèle de relation avec l'UEWAR et l'OTAN. La socialisation, dans le sens où ce sont les clubs auxquels les Européens centraux voulaient appartenir, et l'entrée dans le club n'est pas vraiment négociée. And the entry of the club is not really negotiated. It's actually not about negotiation, about En réalité, il ne s'agit pas de négociation ou de diplomatie. Il s'agit d'adoption et d'adaptation. La seule chose que l'on peut négocier, c'est la vitesse à laquelle on adopte toutes ces normes. Et il me semble que les pays occidentaux, les pays d'Europe occidentale et les États-Unis ont en fait adopté la même attitude envers le reste du monde, parce qu'ils pensaient que ce serait comme en Europe centrale. En Europe centrale, cela a effectivement fonctionné dans une certaine mesure dans les années 1990. Et puis, vous savez, après 20 ans, après ces révolutions de 1990, on voit soudainement apparaître des gens comme Orban, qui au départ était quelqu'un de convaincu que cette socialisation était acceptable. Il en faisait partie. Socialization is okay. He was part of it. But then he grew fed up because Mais ensuite, il en a eu assez, parce que dans les années 990, il pensait, d'accord, nous devons apprendre quelque chose, mais ensuite nous deviendrons des égaux et nous serons traités comme des égaux. Et il a découvert que l'Occident ne le traiterait jamais comme un égal. Et il a insisté pour être traité en égal. Et c'est un problème, en réalité. C'est un problème entre la Hongrie et l'UMAMECAR, ainsi que l'OTAN. Il me semble donc que la perspective occidentale sur la politique mondiale et le champ de socialisation où d'autres imitent les modèles de société américains, français ou britanniques et les modèles de droits de l'homme est dépassé. Et cela était en fait déjà assez mal reflété dans les années 1990. Mais à cette époque, les Européens pouvaient encore croire qu'ils étaient en position de force et qu'ils pourraient ainsi être attractifs pour les autres, pour imposer ces choses. Maintenant, peut-être que tous ne s'en sont pas encore rendus compte. Certains ne l'ont pas fait. Mais beaucoup de gens ont découvert que l'Europe n'est pas dans une telle position, que le reste du monde n'est pas aussi désireux de lui ressembler. Et il y a un nombre croissant de personnes en Europe centrale et orientale qui pensent réellement qu'elles ne veulent pas lui ressembler. Et à cet égard, encore une fois, il me semble que la seule issue, ou plutôt, l'Europe occidentale, est en quelque sorte dans une impasse. Ils sont dans une impasse en Ukraine. Ils sont dans une impasse sur de nombreux autres sujets. Ils sont dans une impasse sur le pacte vert. Ils sont dans une impasse dans leurs relations avec les États-Unis, avec la Chine. Donc s'ils veulent sortir de cette impasse, ils doivent redécouvrir la diplomatie. C'est en fait assez étrange parce que, je veux dire, on peut considérer que la diplomatie moderne, l'Europe est le berceau de la diplomatie moderne. Je ne dirais pas de la diplomatie en tant que telle, car bien sûr, nous avons aussi une expérience diplomatique provenant d'autres pays et cultures.
Mais la diplomatie moderne, telle que nous la comprenons, avec des ministères des Affaires étrangères, des ambassadeurs, des institutions permanentes, c'est dans une certaine mesure une invention européenne. Or, l'Europe, ces 20 ou 30 dernières années, a fait de son mieux pour l'oublier. Donc peut-être avons-nous encore une lueur d'espoir que l'Europe soit capable de la redécouvrir, d'y revenir. Sinon, c'est assez simple, vous savez, car si les Européens ne sont pas capables de le faire, alors ils sont en réalité condamnés à une position d'irrélevance et de subordination, parce qu'ils n'ont pas les ressources. Ils ne disposent pas réellement des ressources matérielles nécessaires pour que leur voix soit aussi légitime qu'ils l'imaginent. La seule issue possible serait une diplomatie habile. Je continue de croire que les Européens devraient être à la hauteur de la tâche. Mais bien sûr, si l'on regarde les représentants européens actuels qui s'expriment au nom de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, des institutions bruxelloises, on ne voit pas beaucoup d'espoir. D'un autre côté, il y a à nouveau des personnes comme Orbán, certains en Pologne, en Slovaquie, dans d'autres pays. À cet égard, si ces personnes contribuent à la redécouverte de la diplomatie, ce sera bénéfique pour les droits de l'homme et la politique étrangère, qui seront moins intrusifs et pourraient être respectés par d'autres. Mais ce sera aussi bénéfique pour la question encore plus importante de la guerre et de la paix en Europe. Oui, non, je pense. Enfin, j'ai lu un livre, ou du moins un chapitre, écrit par l'ancien ou l'actuel gouverneur de la Banque centrale de Hongrie. Et il faisait le même constat. Dans les années 90, l'Amérique et l'Europe de l'Ouest étaient les seuls acteurs en jeu, donc il fallait en quelque sorte se conformer. Mais il y avait aussi l'idée que ces formes de gouvernance étaient de bons modèles vers lesquels se réformer. Mais bien sûr, on ne finissait jamais vraiment par sortir de cette école de socialisation, car il aurait alors fallu devenir un égal. Mais aujourd'hui, c'est bien pire, car il existe désormais des alternatives. Ainsi, pour la Hongrie, par exemple, ils vont désormais chercher à diversifier davantage leur économie. Donc, lorsque les Allemands, par exemple, exercent une pression sur eux, ils ont besoin d'autres partenaires pour pouvoir résister à cette pression. En d'autres termes, cela n'est plus considéré comme légitime. Mais j'entends aussi de la part de diplomates chinois et indiens qu'ils sont désormais assez perplexes face aux Européens, car ceux-ci continuent de venir leur faire la leçon, alors même que la répartition du pouvoir a énormément changé. Donc oui, je pense, comme vous l'avez dit, qu'il y a un besoin de redécouvrir la diplomatie. Je pense que vous savez, ce dont l'Europe a probablement besoin, c'est d'un choc fort avec la réalité. Malheureusement, cela pourrait prendre du temps. Vous savez, ça pourrait encore prendre des années. Parce que, je veux dire, des personnes comme vous et d'autres, les gens que vous invitez à vos dialogues, en sont clairement conscients. Mais les dirigeants européens suivent encore le manuel de ceux qui sont très respectés par le reste du monde, que l'on écoute, dont on attend qu'ils soient des modèles. Ce n'est plus le cas. Pourtant, je dirais qu'il y a une possibilité d'une certaine réflexion. Mais sinon, vous savez, la réalité finira par s'imposer. Vous savez, nous avons effectivement des exemples historiques, car notamment en Europe centrale ou en Chine, ce sont ces pays, l'Europe centrale et orientale ainsi que la Chine, qui ont connu, dans la seconde moitié du XXe siècle, des expériences idéologiques très inhumaines et brutales, totalement déconnectées de la réalité. Je pense, par exemple, à la révolution culturelle, au grand bond en avant, ou aux expériences socialistes dans l'économie en Europe de l'Est. La Tchécoslovaquie a d'ailleurs été gravement affectée par ces événements dans les années 1950 et 1960. Et depuis, il me semble que cette partie du monde a développé au moins un certain sens de la réalité, qu'il ne faut pas aller à l'encontre de la réalité, ou du moins pas trop.
And when we see actually now the Western Et lorsque nous regardons réellement l'Europe occidentale aujourd'hui, ce que prêchent les Allemands, les Français, les Britanniques ou ce que fait l'administration Biden, c'est tellement étroitement lié à ces expériences dangereuses de la seconde moitié du XXe siècle que nous avons vécues que nous disons clairement non. Cependant, cette voix reste encore assez faible. Et même en Europe centrale, il y a beaucoup de gens qui misent en réalité sur l'Occident, en disant « Eh bien, ils sont encore assez riches. Ce sera bon pour ma carrière, pour mes affaires, pour mon argent si je suis de leur côté. Et peut-être que tout cela sera condamné dans 20 ans. » And maybe it will be doomed in 20 years. Which means that I have 15 years of opportunity. Quoi? Ce qui signifie que j'ai 15 ans d'opportunité pour m'enrichir, pour gagner en influence. Donc c'est comme ça. Pourtant, encore une fois, il me semble qu'il est encore possible d'apporter un certain changement, qui n'est, espérons-le, pas complètement irréversible, ce que fait l'Europe. Mais si tu dis que les Chinois sont déconcertés par ce que fait l'Europe, ce n'est pas surprenant, car tu sais, ils ont reçu une leçon très dure dans les années 60 et 70 à propos des expériences idéologiques. Et depuis, ils sont en fait très pragmatiques et rationnels. Et cette politique pragmatique et rationnelle, c'est aussi une politique que je vois chez Poutine. Et lorsqu'ils regardent l'Europe, qu'ils considèrent en fait depuis toujours comme le phare de la raison, de la rationalité, des lumières, etc., etc., et qu'ils voient les positions idéologiques extrémistes, totalement déconnectées de la réalité et défendues par les plus hauts dirigeants européens, ils doivent être perplexes. Ils doivent être perplexes. En fait, je le suis aussi, vous savez, parce que comme vous le savez, j'enseigne les relations internationales. Et quand ces personnes parlent de l'Ukraine, il me semble qu'elles n'ont jamais entendu parler du dilemme de sécurité. Le dilemme de sécurité qui est pourtant enseigné au premier semestre des cours de relations internationales. Donc oui, et la politique étrangère axée sur les droits de l'homme, malheureusement, en fait partie, parce qu'elle s'inscrit dans cette illusion idéologique dont l'Occident est en réalité devenu la victime. Je voulais justement vous demander comment vous voyez l'Ukraine s'insérer là-dedans. Parce que, eh bien, vous avez raison à ce sujet. Je pense que le dilemme de sécurité devrait être la première approche chaque fois qu'on étudie les relations internationales. D'habitude, c'est ainsi que j'introduis le cours. Le postulat de toutes les théories politiques, c'est essentiellement la réalité westphalienne, à savoir qu'il n'existe pas d'autorité centrale internationale. Tous les États sont en concurrence pour leur sécurité, et dans cette compétition, ils se retrouvent dans un dilemme de sécurité où, inévitablement, ou du moins contre leur volonté, ils finissent par entrer en conflit. C'est pourquoi la sécurité repose souvent sur l'idée de sécurité indivisible. Il s'agit de trouver des moyens d'accroître la sécurité des deux parties. Mais ce qui est étrange, est dont les idéologies au castet ont effacé les réalités. Parce que je me souviens que dans les années 1990, il y avait beaucoup de discussions ouvertes à ce sujet. Le président Clinton lui-même, en 1994, avait dit que si nous élargissions l'OTAN, nous pourrions rediviser le continent. Les Russes se sentiraient menacés. Nous avions des ambassadeurs, des diplomates de haut niveau, différents responsables politiques. Il y avait des directeurs de la CIA, tous reconnaissant essentiellement que, oui, cela pourrait être un énorme problème. Si la sécurité s'organise autour d'une alliance militaire en expansion, cela conduit à ce qu'un camp renforce sa sécurité au détriment de l'autre. Mais ensuite, il y a eu, je suppose, l'aspect idéologique, où l'on disait que l'OTAN est une source de démocratie et de stabilité. Donc, en réalité, la Russie devrait l'accueillir favorablement. Et si elle a des inquiétudes, eh bien, elle ne peut pas avoir de droit de veto. Et cela est dit comme si c'était logique. Mais pourquoi le plus grand pays d'Europe n'aurait-il pas de droit de veto ou de place à la table des négociations?
Parce que s'ils se voient refuser une voie institutionnelle, il ne leur reste que l'option militaire. Et on voit tout ce débat traverser les années 90 et 2000, simplement avec ces slogans idéologiques. Et bien sûr, en 2021, ils ont dit « Donnez-nous des garanties de sécurité ou nous envisagerons l'option militaire ». Toujours rien. Et puis il y a une guerre. Et pendant 3 ans et demi, les dirigeants européens, la plupart d'entre eux, ont refusé de s'asseoir avec la Russie. Même maintenant que la guerre est en train d'être perdue, cela n'a aucun sens. Mais la logique c'est, eh bien ce sont des criminels et ils sont mauvais, donc nous ne pouvons pas leur parler parce que nous pourrions les légitimer. Vous avez dit qu'à un moment donné, il faudrait bien être forcé de reconsidérer cette position. Mais voyez-vous que nous allons dans cette direction. Parce que la situation se dégrade vraiment maintenant. Vous savez, si vous regardez ces expériences que les Européens ont menées ces dernières années, il y a l'expérience ukrainienne et l'expérience du Green Deal, qui est en réalité très dangereuse. Je veux dire, l'expérience ukrainienne est très dangereuse du point de vue de la sécurité militaire, parce que cette escalade, ou cette tendance constante à l'escalade qui vient de l'Europe, est mauvaise, vous savez, et cela peut vraiment devenir incontrôlable. Cela peut déraper, cela peut arriver. C'est pourquoi je dis que c'est dangereux. Mais le Green Deal est également dangereux d'un autre point de vue, car il cause de réels dommages aux économies européennes. Donc je m'attends à ce qu'à un moment donné, les gens commencent à se soulever. Je veux dire, il y aura une pression publique pour abandonner ces politiques. Une autre politique que je considère comme très dangereuse est la politique migratoire. Je veux dire, les portes ouvertes, c'est quelque chose qui détruit réellement l'Europe. Donc je m'attends en fait à une pression publique qui viendra encore une fois de la base. Je m'attends à une pression ascendante qui poussera les dirigeants soit à reconsidérer leur position précédente, soit à les remplacer par des dirigeants ayant des idées différentes sur la marche à suivre. Vous savez, si vous regardez l'Allemagne, vous voyez en fait que le parti qui est le plus fort dans les sondages d'opinion est l'AfD, ce qui est un résultat assez logique, et signifie que les électeurs allemands en ont vraiment assez de ce que font les partis établis, qu'il s'agisse des chrétiens démocrates ou des sociaux-démocrates, car ils poursuivent tous les mêmes politiques insensées sur l'Ukraine, le pacte vert, la migration. Donc je pense en réalité, c'est encore une meilleure option d'avoir une pression démocratique et que le système européen soit capable de respecter la volonté démocratique du peuple. Bien sûr, on voit aussi la tendance inverse, à savoir une suppression totale de la volonté démocratique du peuple. En ce moment, c'est plutôt en Moldavie ou en Roumanie que l'on observe cette tendance. J'imagine très bien qu'ils feront la même chose en Allemagne, qu'ils feront la même chose ailleurs. Ensuite, l'alternative, que je qualifierais de laide et qui se profile à l'horizon, c'est la guerre civile. Je crois encore que la démocratie européenne peut réellement sauver l'Europe de l'élite irresponsable actuelle. Voilà donc ce que j'attends, qu'il y ait une pression sociale, une pression citoyenne pour faire les choses autrement. Pas dans le sens où l'opinion publique serait totalement informée ou aurait des idées claires, mais cela pourrait effectivement amener des gens à essayer autre chose. Je pense par exemple à Trump aux États-Unis. Ce n'est pas vraiment une panacée. Il fait beaucoup de choses que je considère comme très controversées. Mais de temps en temps, on voit quelqu'un qui a un certain contact avec la réalité et il mène des combats sur de nombreux fronts. Je pense que les batailles les plus importantes se déroulent en fait à l'intérieur des États-Unis contre son propre deep state. Et malgré tout, vous savez, c'est une bien meilleure option que la poursuite de l'administration démocrate précédente. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas imaginer un développement similaire en France
dans 1 an et demi ou dans d'autres pays. Je continue donc de croire que la démocratie pourra réellement apporter une solution à cette folie. Mais plus cela prendra de temps, plus ce sera douloureux et coûteux pour nous. C'est évident. Voilà le problème. Chaque fois que l'idéologie ou cette morale s'infiltre dans la politique, cela a aussi pour effet de tout rendre manichéen. D'abord, cela détourne de l'intérêt national, car si quelque chose ne correspond pas à ces critères, on ne peut tout simplement pas le poursuivre. Par exemple, je vois les Allemands dire que s'ils veulent sauver leur économie, ils devraient avoir accès à de l'énergie bon marché. Mais cela est considéré comme pro-russe en Allemagne, donc ils ne peuvent pas le faire. J'ai entendu la même chose en Géorgie d'ailleurs, où tout le monde reconnaît que si on essaie de rejoindre l'OTAN, la Russie nous écrasera probablement. Mais ils ne peuvent pas dire « D'accord, on va renoncer à cela », car ce serait vu comme pro-russe. Donc ils doivent encore dire qu'ils veulent l'OTAN. Et on force un peu les gens à se retrouver dans une position où ils ne peuvent pas discuter plus rationnellement des alternatives disponibles. Comme tu l'as dit, la migration en est aussi un bon exemple. Parce qu'on prend un sujet comme la migration, qui a des aspects positifs et négatifs, mais il est ensuite réduit à « soit tu es tolérant, soit tu es un bigot ». C'est pareil avec l'idéologie de genre. Soit tu soutiens le mariage gay, soit tu dis qu'un homme peut avoir des enfants ou qu'une femme a un pénis ou peu importe. Et sinon, tu détestes les personnes LGBT. Ou avec l'idée verte, l'écologie, comment tu appelles ça? Oui, la transition écologique. Soit vous l'acceptez, soit vous êtes un négationniste du changement climatique. Et c'est pareil en politique étrangère. Soit vous soutenez l'interventionnisme humanitaire ou les guerres pour les droits de l'homme, soit vous vous fichez de la souffrance des autres. On se retrouve donc dans cette situation étrange, comme en Ukraine, où tout le monde doit scander « Nous soutenons l'Ukraine », alors que vous savez, la grande majorité des Ukrainiens veulent la fin de la guerre. C'est donc très étrange pour moi, mais c'est un consensus fondé sur l'interdiction de la dissidence, ou du moins sur sa stigmatisation. Je veux dire, les techniques qu'ils utilisent sont en réalité bien plus subtiles que celles employées par les anciens régimes d'Europe centrale. Parce que vous savez, dans les années 70 et 80, il y avait un contrôle clair de l'information. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire. Mais même ces régimes se déclaraient démocratiques. Ils n'auraient jamais admis être antidémocratiques. Ils affirmaient même être plus démocratiques que les sociétés occidentales. Mais il n'y avait pas de liberté d'information, pas de liberté d'expression. Et les régimes qui leur ont succédé, qui étaient en quelque sorte à l'opposé, respectaient en fait, dans une certaine mesure, une forme de liberté d'expression. Mais au cours des 10 ou 20 dernières années, je dirais que c'est très lié à la migration. La migration a été un moteur important de la censure en Europe occidentale. Ainsi, le débat libre, la discussion libre, n'était plus possible. Et ils ont commencé, je veux dire l'État a commencé, à développer toutes sortes de techniques de surveillance, des techniques de suppression de la liberté d'expression, par lesquelles ils sapent la démocratie. Ils continuent à se qualifier de libéraux. Ils appellent cela la démocratie libérale, oubliant que les libéraux, historiquement, ont généralement défendu la liberté d'expression pour tous. Ils disent maintenant qu'un vrai libéral est quelqu'un qui, en réalité, supprime les discours qu'ils considèrent comme haineux. Et pour eux, un discours haineux est tout discours venant de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux. C'est donc une tendance malheureuse, et j'y ai moi-même été confronté lorsque j'ai essayé de réformer la politique étrangère tchèque en matière de droits de l'homme, car vous savez, soudainement, on m'a présenté comme quelqu'un
qui est contre les droits de l'homme, un ami des régimes autoritaires, etc., etc. Et c'était un débat qu'il était en réalité difficile de gagner, parce que je veux dire, leurs porte-voix sont très très puissants. Donc, en ce sens, c'est l'état malheureux de la démocratie européenne. Et soit nous pouvons en conclure que la démocratie européenne est condamnée, ce que j'espère encore ne pas être le cas. Mais si ce n'est pas voué à l'échec, alors il faut se battre pour cela. Je pense que cela vaut la peine de se battre. Je parle d'un combat pacifique, d'un combat démocratique, simplement pour préserver, je veux dire, les libertés que nous espérons avoir et que nous avons eues pendant un certain temps. Je me souviens encore des années 1990 où il y avait nettement plus de liberté dans ma société qu'aujourd'hui. Et lorsque nous regardions vers les pays occidentaux, nous voyions des modèles de société qui fonctionnaient, pas parfaitement, mais d'une manière qui valait la peine d'être imitée. Aujourd'hui, quand je regarde les pays occidentaux, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que je ne veux pas que mon pays leur ressemble. Mais bon. Oui, on ressent effectivement une certaine décadence. Eh bien, j'ai remarqué ici, je suis revenu chez moi après 20 ans, et je ne reconnais plus du tout l'endroit. Mais c'est intéressant. J'ai entendu cette approche académique qui souligne que parfois, avec la mondialisation, ou à des périodes où la société prospère, la démocratie libérale a tendance à mieux fonctionner parce qu'il y a un soutien démocratique à ces idéaux libéraux. Mais ensuite, au bout d'un moment, tout cela commence à se déliter. Et on se retrouve d'un côté avec ceux qui veulent maintenir ces idéaux sans soutien populaire, ce sont donc des libéraux non démocrates, et de l'autre côté, on a des démocrates illibéraux, comme Orban en fait, qui contestent beaucoup de cet idéalisme libéral que l'UE promeut. Mais au moins, lui, il a un soutien démocratique. Je me demandais, combien de temps cela peut-il durer? Parce que, voyez-vous, beaucoup de personnes bénéficiant du soutien démocratique sont désormais écartées de la course parce qu'elles ne respectent pas l'idéologie. Ainsi, en France, ils se sont débarrassés de Le Pen. En Allemagne, ils parlent d'interdire l'AfD, qui est désormais le plus grand parti politique en termes de soutien. La Roumanie, bien sûr, c'est « ils annulent simplement les élections ». Et je sais qu'en Hongrie, on dit que lui-même envisage peut-être de la retirer du pouvoir. Vous avez probablement vu qu'en Slovaquie, lorsque Fico a été abattu, les réactions des médias à travers l'Europe étaient qu'il l'avait en quelque sorte bien cherché. Vous savez, c'est un poutiniste. C'est très étrange, vous voyez, comme façon de dire qu'il n'est pas légitime. Je ne dis pas qu'il y a une sorte de complot derrière tout ça. Je dis simplement qu'il est perçu comme presque illégitime. Pendant ce temps, les dirigeants légitimes sont ceux qui adhèrent à cette idéologie. Donc c'est Macron, Starmer, Merz. Ils n'ont aucun soutien populaire, donc ils n'ont pas le mandat démocratique nécessaire. Mais ils ont les engagements idéologiques, ce qui constitue une autre source de légitimité. C'est vraiment ce divorce du libéralisme d'avec la démocratie. C'est un développement très important de ces 20 ou 30 dernières années. Cela a probablement commencé plus tôt dans certains pays, et, vous savez, c'est aussi pour beaucoup d'entre nous une question de choix, choisir son camp, que l'on soit du côté de la démocratie ou du côté du libéralisme. Pour moi, le libéralisme n'est qu'un des idéaux, qui a certains mérites, surtout des mérites historiques, mais qui s'est discrédité au cours des 20 ou 30 dernières années parce qu'il s'est retourné contre la démocratie. Encore une fois, en Europe centrale, nous avons la même expérience avec le socialisme. Je veux dire, le socialisme est une excellente idée, une très grande idée. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses importantes qui ont été revendiquées, qui ont été défendues par les premiers socialistes et qui restent en partie valables, comme la démocratie économique,
une certaine forme d'égalité raisonnable. Je ne parle pas d'égalité totale, mais d'une égalité raisonnable dans la société. Ce sont des idées socialistes importantes. Mais vous savez, d'après notre expérience du XXe siècle, c'est le socialisme qui s'est retourné contre la démocratie. C'était le modèle soviétique du socialisme, et cela a en fait contribué à sa discréditation. Donc aujourd'hui, en Tchéquie, il est presque impossible de parler du socialisme de manière positive. Le socialisme fait référence à l'ancien régime. À mon avis, le même sort attend le libéralisme, car le fait que le libéralisme se soit retourné contre la démocratie finira par le discréditer. Donc de toute façon, nous sommes à l'aube de régimes différents. J'irais même jusqu'à dire qu'il est pire de prétendre que ces régimes sont démocratiques alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Qu'il ne s'agit pas de régimes dirigés par des dictateurs éclairés qui peuvent l'être au début, mais qui deviennent fous après quelques années de pouvoir, comme c'est généralement le cas. Mais c'est un scénario réel. C'est un scénario réel, parce que l'on voit, en fait, que si l'on discrédite ces idées mêmes de liberté d'expression, et qu'on les associe à de mauvais libéraux qui ont effectivement commis tant de mauvaises actions, alors l'avenir peut s'avérer très dangereux. Encore une fois, comme pour les droits de l'homme. Les droits de l'homme commencent comme une bonne idée. Il est en fait difficile de dire que c'est une idée horrible. Mais entre les mains des praticiens de la politique étrangère aux États-Unis, à Prague, mais aussi à Stockholm et au Royaume-Uni, cela s'est transformé en un outil cynique de pouvoir politique qui aujourd'hui, en réalité, n'a plus aucune valeur sur la scène internationale, car il est perçu comme un moyen d'intrusion occidentale. Et malheureusement, ce n'est qu'un outil d'intrusion occidentale, car ceux qui veulent vraiment protéger les droits de l'homme utiliseraient d'autres méthodes que ce prêchi-prêcha, qui leur procure surtout une autosatisfaction. Eh bien, en fait, il y a 200 ans, il y avait John Stuart Mill. Il faisait également ce constat, car à l'époque, il disait que la démocratie était une bonne chose, parce qu'elle apportait plus de soutien aux idéaux libéraux pour défier l'Angleterre victorienne, guidée par la tradition. Mais l'idée était la suivante. Il disait que dans le futur, si le soutien populaire s'éloignait de ces principes ou idéaux libéraux, que fait-on alors? Faut-il suivre les principes libéraux ou la démocratie? Et il disait que, dans ce cas, il valait mieux que des élites libérales prennent le relais, car la démocratie n'est qu'un moyen pour parvenir à une fin selon lui, ce qui est une idée assez inquiétante à avancer. Et c'est un peu ce que je ressens là où nous en sommes aujourd'hui, avec des élites libérales qui savent un peu mieux que nous et qui doivent en quelque sorte écarter le peuple. Mais au début, Embracing Greg Sheets, la société civile et des ONG. Eh bien, à mon avis, ils semblent presque détourner la société civile. Donc oui, ma dernière question allait porter sur la façon dont vous percevez cet aspect. Parce que toute démocratie exige, eh bien, il ne peut pas s'agir uniquement du vote des citoyens. Cela ne peut pas être la seule forme de participation à la gouvernance. Il doit y avoir d'autres domaines de la société civile où les gens peuvent apporter leur contribution. Mais on a assisté ces dernières années à un développement où la société civile est remplacée ou censée être représentée par des organisations dites non gouvernementales. Or, on constate que ces organisations dites non gouvernementales sont de plus en plus en réalité gouvernementales. Elles sont financées par des gouvernements, dirigées par des personnes liées au gouvernement, et pas seulement au niveau national. Elles interviennent aussi à l'étranger. Je me demandais, je percevais cela en contexte de votre article. Vous savez, c'est comme, enfin, la société civile est une excellente idée. Et je crois toujours que la société civile est très importante. Mais je ferai en fait une distinction claire entre la société civile et les ONG.
Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de société civile, on pense souvent aux ONG. Mais cela n'a en réalité rien à voir avec la société civile. La société civile repose sur l'activité volontaire des gens. Donc, vous avez votre métier et après votre travail, vous consacrez plusieurs heures chaque jour ou chaque semaine à un travail pour la société. Cela peut être une église, une œuvre caritative ou autre chose. Or, ce que nous voyons aujourd'hui comme ONG, c'est en réalité une nouvelle catégorie de professionnels. Ces personnes sont des professionnels. Et ces professionnels sont, comme vous l'avez justement souligné, financés soit par des gouvernements, soit par des oligarques, soit par des autorités supranationales. En Europe, nous avons bien sûr la Commission européenne, qui est un important fournisseur de fonds pour les ONG. Quel type de fonds sont accordés ou quel type d'organisations sont soutenues? Évidemment, ce sont les organisations censées diffuser l'idéologie, c'est-à-dire l'idéologie de Bruxelles. Si vous êtes soutenu par un oligarque, là encore, il existe certaines idées que les oligarques ont sur la façon dont la société devrait être organisée, et ils ont leurs propres ONG pour diffuser ces idées. Il en va de même pour le financement public. Pour qu'une démocratie fonctionne, il faut une société civile. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir des ONG, car les ONG sont en réalité devenus des outils pour préserver le système libéral et démocratique actuel. Et bien sûr, les personnes qui s'engagent réellement dans les activités des ONG sont souvent celles qui revendiquent pour elles-mêmes un certain monopole moral, car elles se considèrent comme détentrices d'une vérité ultime qui leur aurait été révélée. Elles utilisent en fait les fonds qu'elles reçoivent de ces sources bienveillantes pour promouvoir ces idées, souvent malgré ou contre la volonté de politiciens démocratiquement élus. Ainsi, notamment dans le domaine des droits de l'homme, il existe une véritable industrie des droits de l'homme dont de nombreuses ONG tirent profit. Ici en Tchéquie, vous savez, nous avons en fait une ONG qui est une immense organisation. Elle s'appelle People in Need. Son budget est comparable à celui du service tchèque du contre-espionnage, presque comparable à celui du ministère tchèque des Affaires étrangères. La majeure partie de son budget provient soit de Bruxelles, soit des États-Unis, avec une part provenant également du gouvernement tchèque. Et ils ont leur propre agenda idéologique, qui, dans le domaine des droits de l'homme, est clairement néoconservateur. Pour moi, ce n'est pas un produit de la société civile, pas du tout. C'est juste un autre acteur. C'est juste un groupe de pression. Donc, je considère les ONG actuelles dans la même catégorie que les autres groupes de pression, comme les lobbies d'affaires. Donc oui, ils font partie de cet échange démocratique, mais ils ne peuvent guère prétendre à une quelconque supériorité morale. Ce ne sont qu'un autre type de professionnels qui poursuivent leur propre agenda. Cet agenda n'est souvent pas partagé par la majorité de la société, par la majorité sociale, et ils essayent en réalité d'imposer cet agenda à la société malgré la volonté de celle-ci. Ils utilisent des arguments moraux pour faire pression sur les autres, en évoquant par exemple les droits de l'homme ou d'autres questions. Donc, vous savez, si cela reste dans le cadre national, si vous avez des personnes locales qui le soutiennent, alors on peut dire d'accord, cela fait partie de la société, de l'expression démocratique, donc cela fait partie du jeu. Dans les petits pays, comme la plupart des pays d'Europe centrale, le problème se pose que beaucoup de ces ONG, surtout les plus grandes, sont financées de l'étranger. Ils sont financés par Bruxelles, ils sont financés par les Américains, par le National Endowment for Democracy, par Soros, par d'autres encore. Cela signifie donc que votre démocratie est ensuite façonnée par ces forces extérieures. Je soutiens donc toujours toute personne qui essaye d'imposer une certaine clarté juridique sur le financement de ces ONG, comme l'ont fait les Géorgiens l'année dernière. Et ils ont d'ailleurs reçu beaucoup de critiques à Bruxelles.
comme les Hongrois essaient de le faire, comme les Slovaques aimeraient le faire. Il y a certains partis tchèques qui souhaiteraient désormais introduire cette loi pour apporter plus de transparence dans le financement des ONG. Donc, oui, les ONG font partie du jeu, mais elles doivent être contrôlées pour rester utiles, car elles peuvent l'être, à moins qu'elles ne dépassent ou ne franchissent certaines limites. Vous avez mentionné le National Endowment for Democracy. C'est un cas intéressant, car toutes les preuves ou informations à son sujet sont assez accessibles. Il a été créé en 1983 par le directeur de la CIA, Reagan, dans le but explicite d'exercer une influence sur la société civile en Europe de l'Est. Depuis, il est aussi devenu un instrument plus large pour détourner ou représenter la société civile dans d'autres pays. J'étais récemment en Géorgie avec Jack Matlock et d'autres. Et le nombre d'ONG là-bas est tout à fait étonnant. Elles sont toutes financées de l'étranger et prétendent toutes être celles qui représentent réellement les Géorgiens. Indépendamment du résultat des élections ou du vote des gens, ce sont elles les vraies représentantes, vous voyez. Et si on les ignore, elles peuvent organiser des manifestations. Et voilà, apparemment, qui sont les vrais Géorgiens. Et même lors de cette conférence, le Premier ministre était présent, et vous savez, il a vu cela comme une tentative de renverser le gouvernement, d'utiliser la Géorgie comme un outil dans la guerre contre la Russie. Et c'est un peu, oui, fascinant. Nous avons en fait les mêmes ici, dans ce pays. Ils financent l'une de nos ONG, le comité Helsinki norvégien. Donc ils sont financés par notre gouvernement, le gouvernement américain, le National Endowment for Democracy, qui est comme une façade de la CIA, et Soros. Et c'est assez fascinant, parce que je suis assez critique envers le rôle des ONG. Et ils répondent en disant, eh bien, nous sommes une institution démocratique. Alors ils envoient des lettres à mon université pour demander mon licenciement. Ils annulent mes conférences quand je parle à travers le pays. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. J'ai effectivement entendu parler de vos rencontres avec le comité d'Helsinki. Encore une fois, le comité d'Helsinki est une idée tellement noble, l'idée d'Helsinki des années 1970. J'adore les accords d'Helsinki de 1975. Pour moi, ils représentent la recette pour sauver l'Europe, vous savez, pour eux. C'est une idée noble, vous savez. Mais dans le système actuel, si vous voulez la paix, alors on vous dénigre un peu, comme si vous étiez un va-t-en-guerre. Si vous voulez une véritable dignité humaine, alors vous êtes, je ne sais pas quoi. Ils ont toutes sortes d'étiquettes. Et c'est une véritable industrie. C'est une véritable industrie. Et dans les petits pays comme la Géorgie, mais même en Tchéquie, je ne parlerai même pas de la Moldavie, ils sont très très puissants. Ils sont très puissants. Et ils valent la peine d'être combattus. Et c'est pourquoi, en fait, je soutiens toujours des gens comme Fico en Slovaquie ou Orbán en Hongrie, parce qu'ils ont en réalité le courage de les défier et de les combattre. Ils ne gagnent pas toujours, mais au moins ils sont capables de faire avancer, je dirais, le champ de la démocratie de quelques pas face à ces activistes libéraux qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Je suis d'accord. De plus, de nos jours, lorsqu'il y a consensus, et je pense qu'il y a un peu trop de solidarité, pour être honnête, nous avons besoin de voix concurrentes et de dissidence. Je pense que ce serait sain. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Je crois que nous avons un peu dépassé le temps imparti. Donc oui, merci. J'apprécie à la fois votre point de vue académique sur la question, ainsi que votre expérience de praticien, ayant réellement siégé au plus haut niveau du gouvernement tchèque, et vu ces choses de première main. C'est vraiment fascinant. Je suis désormais un paria public ici, juste pour être clair, afin que nos téléspectateurs soient informés. Je ne fais plus partie du gouvernement et je suis en quelque sorte aussi marginalisé que vous en Norvège.
Vous faites un excellent travail. Merci beaucoup de m'avoir invité. For inviting me. Merci.